Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je n'ai plus enregistré de podcast depuis un certain temps, car je vous avoue que ma volonté d'établir une sorte de lexique, de traduction entre les évitants et les non-évitants est très fastidieuse. Le delta entre les deux est tel que je crois que je pourrais passer une vie entière à constituer comme un vrai dictionnaire. En effet, il faut considérer le différentiel entre les personnes évitantes et les autres quasi comme si vous alliez à la rencontre d'une autre culture. Et ce que vous vivez qui vous fait souffrir, qui vous heurte, qui vient vous toucher, pourrait être considéré comme un choc entre ces deux cultures. Pour le moment, afin de vous faciliter la vie, je vais vous présenter un schéma explicatif de qui sont ces couples heureux et harmonieux, avec un évitant ou pas d'ailleurs. Lorsqu'on observe la planète Terre, qui tourne autour du Soleil, eh bien, il y a toujours une partie qui est plongée dans le noir en pleine nuit et l'autre partie qui est éclairée. Donc, tâchons maintenant de voir quelle est la différence entre les couples pas encore éclairés et ceux qui le sont. Et donc, j'ai appelé la zone A celle où se trouvent les personnes encore dans le noir, dans la nuit noire de l'âme, comme on le dit en spiritualité. On pourrait aussi la retenir A comme attente. Et la zone B, celle où on parvient un tant soit peu à se comprendre et à comprendre la personne qu'on aime. B serait comme bonheur, par exemple. Et vous comprenez alors qu'entre la zone A et la zone B, ce n'est plus qu'une question de temps avant d'être éclairé. Une question de temps, mais aussi une question de justesse d'information à laquelle vous choisissez d'adhérer ou pas. Il y a dans l'humanité des personnes qui détiennent cette information de façon naturelle et innée et d'autres qui vont plus devoir apprendre. Alors la zone A contient, on va dire, la majorité des couples. Dans cette zone-là, on n'est pas encore vraiment un couple conscient et donc on va rejouer nos schémas intérieurs, les schémas que nous connaissons depuis le début de notre vie et que nous avons ancrés à travers notre première expérience avec nos figures d'attachement, nos parents donc. C'est la zone où nous rejouons avec l'extérieur toutes nos passions et nos tensions intérieures. C'est-à-dire que on va aller projeter, transposer sur l'extérieur, donc sur la personne qu'on aime notamment, tous nos conflits intérieurs et de façon brute. Et cela, bien sûr, en toute inconscience, croyant qu'on va régler les choses avec cette personne qu'on aime. Au fond, on ne fait que régler des comptes passés, mais avec la mauvaise personne. C'est la zone où on se connaît encore très peu, très mal, et on ne comprend pas tout à fait qui est cet autre qu'on aime. Dans cette zone, les couples peuvent se former de façon ultra rapide sans au préalable avoir apprivoisé sa propre solitude. Solitude qui serait perçue comme une calamité plutôt qu'un moment de retour sur soi et un moment de justesse et d'amour pour soi. La solitude, c'est simplement de pouvoir rester avec la personne la plus importante de sa vie, c'est-à-dire soi. Ce qui signifie que dans cette zone-là, on consommerait du relationnel, on consommerait l'autre comme un produit pour venir combler, calmer un vide ou une tension en soi.
l'autre n'a pas encore une réalité propre, il vient surtout combler une faille narcissique en soi. Et donc, à plus forte raison, on peut qualifier cela de perversion narcissique, puisque à ce stade-là, l'autre est comme un objet de compensation pour soi. Ce comportement ne signifie pas qu'on soit un pervers narcissique. La perversion narcissique est bien plus ordinaire que ce qu'on peut le croire. C'est-à-dire qu'elle se situe déjà dans des relations ordinaires, même entre gens sains d'esprit, alors qu'on n'aurait pas conscience de nos agissements. Ou encore, elle se situe chez une personne qui utiliserait l'autre, sa représentation, à des fins de développement de soi ou pour une certaine élévation spirituelle. Car au fond, c'est quoi la perversion affective? C'est utiliser quelqu'un dans un contexte qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'en relationnel, on va à la rencontre de l'autre. On ne l'utilise pas pour quelque chose de narcissique, c'est-à-dire pour quelque chose qui ne concernerait que soi et n'avantagerait que soi. Vous pensez alors que l'autre personne n'en a pas conscience, qu'elle n'est pas au courant de l'usage que vous faites d'elle ou de sa représentation. Permettez-moi de vous rappeler que tout est énergie dans l'univers. Pour moi, il est plus que probable que dans l'inconscient, cette personne sait que vous l'utilisez. Est-ce que cela va la propulser pour venir vers vous? Eh bien, posez-vous les bonnes questions. Dans cette zone, nous parlerons donc aussi de la dépendance affective, qui est aussi le fait de ne pas pouvoir se regarder soi-même et avoir besoin du regard extérieur de l'autre. Peut-on véritablement parler d'amour dans ce cas-là, ou plutôt de besoin d'être comblé par l'autre, par l'extérieur? On va alors vers l'autre pour simplement qu'il réponde à une question intérieure à soi. Tout comme on sauterait sur un paquet de chips lorsqu'on est affamé plutôt que de prendre la peine de se préparer un repas équilibré. Et bien souvent, un dépendant va être attiré ou va s'attirer un contre-dépendant. Ce qui donnera une systémie où l'un aura besoin de fusionner et l'autre aura essentiellement besoin de protéger son espace. Et donc, vous l'avez compris, dans cette zone A, l'état amoureux nous remet au contact des instances à l'intérieur de nous et nous fait rejouer notre vie infantile au même titre que le bébé de 3 mois qui hurle parce qu'il veut son sein. Il ne comprend pas où est passé le sein et pourquoi le sein n'est pas là. Au départ, il croyait que le sein et lui étaient une seule et même entité et aussi qu'il avait une toute-puissance sur ce sein. Il avait faim et le sein se présentait spontanément jusqu'au moment où il ne se présente plus. Ce qui marque la première blessure originelle. Et donc, vous comprenez alors que toute la souffrance endurée dans la zone A, c'est celle qui est nécessaire pour notre individuation, pour devenir qui l'on est, pour accepter, une fois adulte, que l'autre n'est pas soi, l'autre est différent de soi et qu'il n'est pas là pour répondre à nos besoins. L'autre peut nous chérir, mais ce n'est pas de sa responsabilité de répondre et de nourrir nos besoins, comme le faisaient nos premières figures d'attachement. Et l'utiliser exclusivement pour répondre à nos besoins est caractéristique de la perversion narcissique. Plus concrètement, tu corresponds à mes attentes, je t'aime, tu ne corresponds plus à mes attentes, il y a un problème et tu es prié de le résoudre, notamment en changeant. Ce qui, je vous le rappelle, ne signifie pas qu'on soit pervers narcissique. Pour être une personne qui utilise massivement des défenses perverses et narcissiques, il faut cocher vraiment beaucoup de caractéristiques.
Pour les connaître, eh bien, je vous suggère de vous renseigner à ce sujet. À partir de l'élaboration de ce tableau, vous pouvez déjà intuitionner la raison pour laquelle la personne à laquelle vous pensez vous fuit, refuse le contact ou ne revient pas vers vous. Ceci vous donne aussi un potentiel indice sur la raison pour laquelle elle se méfierait de vous ou, à contrario, vous pourriez vous méfier d'elle, de cette personne, en croyant qu'elle vous manipule. Il y aurait encore énormément de choses à dire à propos de cette zone A, puisque c'est la zone de conflit, la zone de souffrance relationnelle, la zone d'incompréhension, de malentendu, de drame aussi humain. C'est là où sont réveillées toutes nos blessures qui se rejouent et qui se jouent aussi un peu de nous tant qu'on n'est pas en conscience. C'est une zone que tout le monde connaît parfaitement bien puisque c'est la zone de tension dans laquelle on plonge lorsqu'on est en attente d'une réaction, une réponse de la part de l'autre ou de pouvoir le revoir, le ou la revoir. C'est la zone du manque et du besoin de l'autre, de sa présence. Je précise ici que ce n'est pas l'attente, ni le besoin, ni l'envie d'être avec l'autre qui pose problème. C'est la surexpression, l'intensité avec laquelle la souffrance se présente quand ce n'est pas le cas, quand il n'est pas là, quand il ne répond pas. Et aussi la zone où sont réveillés tous nos démons lorsqu'on est à son contact, lorsqu'on n'est pas spécialement sur la même longueur d'onde, lorsque, à force de ne pas se comprendre, on finit par se séparer. Vous comprenez alors qu'un tel mouvement amoureux, bâti sur des pulsions archaïques, ne peut que s'essouffler. Et la séparation devient alors un point nécessaire dans cette trajectoire amoureuse pour qu'on puisse éventuellement accéder à plus de conscience. Et aussi d'individuation et donc d'autonomie et de liberté. Si vous souhaitez plus ample information à ce sujet, je vous suggère de cliquer dans le lien en barre d'infos pour connaître l'article de la clinique Méditerranée sur lequel j'ai basé cette réflexion. Alors, maintenant que nous avons vu la zone A, que je vais symboliser par l'amour par le vide, je dirais, voyons ensemble que représenterait donc la zone B et qui sont ces couples qui s'y trouvent. Et donc répondre à la question qu'est-ce que l'amour par le plein? Pour arriver de l'autre côté en zone B, il s'agit en fait d'avoir au préalable entrepris ce fameux chemin d'individuation et donc de différenciation, d'accepter en fait qu'on est différent de l'autre et accepter pleinement cette différence et chez soi et chez l'autre. Et donc il n'est plus question en zone B d'attendre qu'autrui vienne combler nos failles intérieures. D'ailleurs, il est même impossible d'entrer pleinement en relation avec un évitant sans avoir déjà comblé par soi-même ces failles narcissiques. Je peux vous le dire ouvertement alors que j'en ai conscience, ce qui ne sera pas le cas de tous les évitants. Ce que je fuis, ce n'est pas l'amour, je fuis le vide, l'amour par le vide des autres. C'est quelque chose qui m'effraie au même titre qu'un enfant qui ne sentirait pas un adulte et qui s'enfuirait. Dans un couple conscient, l'autre est considéré dans toute sa dimension d'altérité. Il n'est plus un fantasme sur lequel on spéculerait toutes ses qualités qui s'accommoderait comme par magie à soi. Non, on le prend vraiment pour qui il est, avec ses défauts et ses limites et ses qualités. Il arrive parfois que dans un parcours amoureux, on pourchasse l'autre pendant des années et une fois qu'on l'a captivé, capturé, on découvre qui est vraiment la personne derrière
et on s'en détourne instantanément. Oui, cela arrive. Cela parle tout simplement de l'intensité de la poursuite qu'on a entrepris sur l'autre, qui était soutenue et motivée par l'intensité de nos affects, nos propres affects intérieurs, et non pas par les qualités de l'autre, c'est-à-dire soutenue par un fantasme intérieur d'une complétude absolue avec l'autre. Bon, ce qui en soi n'est pas un drame. Les personnes, les couples qui arrivent en zone B sont sans doute passés par là également, donc passés en zone A au préalable, mais en zone B, elles ont dépassé le miroir aux alouettes, elles ont dépassé leurs projections et leurs illusions pour accepter pleinement l'autre tel qu'il est, et réciproquement bien sûr. Évidemment, une fois que vous découvrez la réalité de l'autre et qu'elle ne vous convient pas, voilà, rien n'oblige à rester en relation. Ici, j'essaie simplement de vous mettre en évidence que bien souvent, le mouvement amoureux premier est motivé par des illusions, par des projections que nous en faisons. On n'est non pas amoureux de l'autre, mais amoureux de la représentation qu'on se fait de l'autre, ce qui est différent. Et donc, en zone B, eh bien, l'amour qui s'y trouve est un véritable amour. On aime l'autre pour qui il est et plus pour ce qu'on aurait aimé qu'il soit ou ce qu'on avait projeté sur lui en termes d'idéal ou de désir. Chaque couple va arriver à cet endroit précis où le miroir aux alouettes se brise. La vraie personne authentique rencontrée n'est pas aussi parfaite que ce qu'on avait envisagé. Elle est tout simplement humaine avec toutes ces petites aspérités qui font son unicité. Les couples qui parviennent à cette zone B n'ont rien de plus performant que ceux qui sont en zone A, tout simplement. Ils ont réussi à négocier le passage entre les deux zones sans un trop grand fracas ou sans séparation. Ils ont bien souvent exactement les mêmes soucis relationnels et de couple que ceux dans la zone A, simplement ils portent attention et ils mettent de la conscience dessus. Et à force de souffrance et d'expérience, ils ont fini par intégrer les bons codes relationnels. Et donc, ils peuvent aussi s'observer en métacognition, donc faire un pas de recul pour se regarder agir et pouvoir en discuter, échanger là-dessus. Un exemple plus concret, un couple serait en train de se prendre la tête car l'un veut absolument convaincre l'autre de son point de vue. Eh bien, à un moment donné, l'un des deux va pouvoir dire « Je ne sais pas si tu te rends compte, ça fait 1 heure qu'on discute d'un sujet absolument non essentiel. Est-ce qu'on va continuer à en parler ?» Et non, ils vont pouvoir même en rire ensemble et passer à autre chose. Et qu'est-ce qui est essentiel pour les couples en zone B? C'est le fait de faire gagner l'amour, faire gagner la relation. Or, en zone A, eh bien, on voudra absolument faire gagner son ego, gagner sur l'autre, avoir raison quitte à se séparer. On constate alors que les couples en zone B vivent la même chose que ceux en zone A, mais ils ont une plus grande conscience des enjeux amoureux. Ils les jouent pleinement également, sauf qu'ils ne se laissent pas piloter par ceux-ci. Ils jouent ensemble, main dans la main, au même jeu, et ils sont plus forts à deux que la réalité du jeu lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts que l'illusion de l'ego blessé. Celui qui a absolument besoin de fusionner acceptera que c'est une impulsion qui lui vient de son enfance, et celui qui a absolument besoin de s'échapper va trouver d'autres ressources pour ne plus réagir tel qu'il a fait pendant son enfance. Et c'est vers cette capacité de négociation
et d'harmonisation que j'accompagne toutes les personnes et tous les couples qui me consultent. Et c'est ce que nous appelons un couple conscient. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Pour ce qui est de la traduction entre évitant et non évitant, n'hésitez pas à m'écrire sur filhorizon@gmail.com pour que vous puissiez obtenir une traduction personnalisée des deux cultures dans lesquelles vous vivez, votre partenaire et vous. Ainsi, cessez de vous juger, vous critiquer et vous malmener surtout. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis au revoir et à très bientôt.